Ravi de vous retrouver sur Arte pour un nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on commence à plus de 2600 mètres d'altitude, dans des paysages roses et ocres somptueux. Bienvenue dans le sud du désert du Sinaï, sur le mont Sainte-Catherine. Voici un site mythique, le monastère Sainte-Catherine, dont la première pierre aurait été posée au IVe siècle. Un lieu ancestralement veillé, c'est encore le cas aujourd'hui, par des bédouins qui guident les touristes. On vous emmène aujourd'hui visiter le Sinaï, fascinant désert au croisement de deux continents, de deux mers, mais un désert qui se retrouve également au cœur de tensions majeures entre Égypte et Israël. Les 60 000 km² de la péninsule sont aussi marqués par les trafics, les groupes djihadistes, les tunnels et bien sûr par la proximité avec Gaza, territoire palestinien administré par le Hamas, où depuis octobre 2023, l'attaque terroriste contre Israël et l'offensive sans limite de Tsahal, la population vit l'horreur de la guerre. Le Sinaï, un désert éminemment géopolitique, vous allez voir, sortons nos cartes. La péninsule du Sinaï en Égypte est un pont qui relie deux continents, l'Afrique à l'ouest et l'Asie à l'est. Elle est située au cœur de la région qui va du Maghreb au Moyen-Orient. Tout au nord de la mer Rouge, le Sinaï est bordé à l'ouest par le golfe de Suez, qui la sépare du reste du territoire égyptien, et à l'est par le golfe d'Aqaba, frontière maritime avec l'Arabie saoudite, la Jordanie et Israël. Le Sinaï est aussi délimité par le canal de Suez et par une frontière terrestre de 220 km avec Israël et aussi avec la bande de Gaza. Son territoire mesure 60 000 km². C'est seulement 6% du territoire égyptien, mais 3 fois la taille d'Israël. Avec une population de 620 000 habitants, essentiellement des Bédouins, le Sinaï est l'une des régions les moins peuplées d'Égypte. Loin du delta et de la vallée du Nil, ces tribus sont laissées pour compte par le pouvoir central du Caire. La péninsule se divise en 3 grands espaces géographiques et humains. Le long de la Méditerranée, une étroite plaine côtière où vit la moitié des habitants. L'agriculture se concentre entre Al-Arish, la plus grande ville de la région, et Rafah, à la frontière avec la bande de Gaza. Au centre, un vaste plateau désertique. Enfin, au sud, un massif montagneux abrite les plus hauts sommets d'Égypte, le mont Sainte-Catherine et le mont Sinaï, où, selon la Bible, Moïse reçut les 10 commandements. Entre les deux montagnes sacrées, le monastère forteresse orthodoxe de Sainte-Catherine, on l'a vu, a été fondé par l'empereur Justinien au VIe siècle. Revenons justement à l'époque byzantine. Le Sinaï est alors un carrefour sur les routes qui relient l'Égypte au Levant depuis l'Antiquité. Avec l'expansion musulmane à partir du milieu du 7e siècle, la région devient une voie de passage pour les pèlerins qui se rendent à la Mecque, par terre ou par mer. C'est aussi par le Sinaï que passent les caravanes qui transportent les marchandises entre le Caire, Gaza, Jérusalem et Damas. Avançons dans le temps. Au début du XVIe siècle, les armées de l'Empire ottoman empruntent ces mêmes routes pour conquérir le Sinaï, puis soumettre l'Égypte jusqu'au XIXe siècle. 1869, la péninsule est coupée du continent africain par le percement du canal des deux mers, ou canal de Suez, qui permet l'accélération historique du trafic maritime mondial. Mais la circulation des humains et des marchandises n'est pas interrompue pour autant. En 1916, les colonisateurs britanniques construisent une ligne de chemin de fer qui relie Le Caire et Jérusalem en une journée de voyage grâce à un pont mobile sur le canal de Suez. Tout change après la Seconde Guerre mondiale et l'arrivée massive en Palestine de Juifs européens rescapés de la Shoah. En 1947, cette population juive représente un tiers de la population vivant en Palestine. Le 29 novembre, un plan de partage de la région est soumis au vote des États membres de l'ONU, proposant la création de 2 États, l'un juif, l'autre arabe, ainsi que la mise sous contrôle international de Jérusalem. Le plan est adopté, malgré l'opposition de tous les pays arabes. Le 14 mai 1948, le mandat britannique sur la Palestine s'achève. L'État d'Israël est né. Dès le lendemain, l'Égypte, la Syrie, le Liban, la Transjordanie, l'Irak et l'Arabie saoudite attaquent le jeune État. L'Égypte et ses alliés vont perdre cette guerre. Le pays va accueillir des dizaines de milliers de réfugiés, alors que la moitié des Palestiniens sont chassés de leurs terres lors de la Nakba, la catastrophe en arabe.
À la frontière entre l'Égypte, qui contrôle désormais le territoire palestinien de Gaza, et Israël, le Sinaï devient un enjeu stratégique pour les deux pays. 1956, le président égyptien Gamal Abdel Nasser nationalise le canal de Suez, détenu par des capitaux franco-britanniques. La France et le Royaume-Uni envoient alors des troupes à Port Saïd, tandis que les soldats israéliens occupent le Sinaï. Quelques mois plus tard, la crise se solde par le retrait des troupes étrangères et par l'envoi de 6000 casques bleus de l'ONU au Sinaï. Mais pour Nasser, le Sinaï est un glacis sécuritaire essentiel. En mai 1967, il exige le départ des casques bleus et interdit l'accès du golfe d'Aqaba aux navires israéliens, fermant ainsi une route vitale pour l'approvisionnement pétrolier d'Israël. L'armée israélienne réplique par une offensive éclair. La guerre des 6 jours aboutit à l'occupation du Sinaï, de Gaza, de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et du Golan syrien. Cette occupation du Sinaï entraîne l'expropriation de milliers d'habitants par des colons israéliens et l'exode d'environ 25 000 personnes du nord de la péninsule. L'État hébreu fait ainsi du territoire une zone tampon. L'exploitation des gisements pétroliers du golfe de Suez fournit de plus à l'économie israélienne une part importante de son énergie. 1973, l'Égypte et son allié syrien attaquent Israël dans l'espoir de reprendre le Sinaï et le plateau du Golan. C'est la guerre du Kippour. Elle se termine par une défaite des pays arabes et débouche sur un tournant géopolitique majeur dans l'histoire de la région. Le successeur de Nasser, Anwar al-Sadat, prend la décision de faire la paix avec Israël et de le reconnaître. Cette paix sera entérinée en 1979 par les accords de Camp David. 3 ans plus tard, le Sinaï est à nouveau égyptien. Dividende de la paix, les investissements touristiques se multiplient au Sinaï. Sur la côte du golfe d'Aqaba, les stations balnéaires prospèrent. À la pointe sud de la péninsule, Sharm el-Sheikh, avec son aéroport international, étend ses paillotes et ses piscines de luxe. Au début des années 2000, un quart des touristes étrangers du pays s'y bousculent. Malgré le développement spectaculaire du tourisme au sud, les habitants du Sinaï vont rester parmi les plus pauvres du pays. Aux marges de l'Égypte, ils se sentent de plus en plus méprisés par le pouvoir central. Dans ce contexte, et alors que le conflit israélo-palestinien s'embrase à nouveau, le Sinaï va devenir une zone grise où se mêlent trafic en tout genre et groupes armés djihadistes. 2004, une série d'attentats dans les stations balnéaires du Sud déclenche une spirale de violence entre les groupes islamistes armés et l'armée égyptienne. En 2007, la prise de contrôle du Hamas à Gaza est suivie par le blocus israélien du territoire palestinien, avec le soutien de l'Égypte. La contrebande à grande échelle s'installe alors entre le Sinaï et Israël. Par un réseau de tunnels creusés entre le territoire égyptien et Gaza, les Bédouins font tout d'abord passer nourriture, ciment, médicaments ou appareils électroménagers aux Palestiniens. Des armes et des combattants y circuleraient aussi, dans les deux sens. D'autre part, des groupes criminels s'adonnent au trafic de drogue et rackettent les migrants érythréens qui cherchent à émigrer en Israël. À la suite du printemps arabe du Caire et de la chute du président Moubarak en 2011, une insurrection armée soutenue par des groupes islamistes s'ancre durablement au Sinaï. Le gazoduc du Nord Sinaï à destination d'Israël et de la Jordanie est la cible d'attaques régulières. Des tirs de roquettes visent aussi Israël, qui achève alors de construire une clôture de 5 mètres de haut tout le long de la frontière. 2013, le président égyptien Mohamed Morsi, issu de la confrérie des Frères musulmans, est renversé par un coup d'État du maréchal al-Sisi. L'armée est alors chargée de ramener l'ordre au Sinaï. Tout au nord de la péninsule, l'armée bombarde la branche locale de Daesh. La violence culmine en 2017 lors de l'attaque d'une mosquée soufie par les djihadistes à Bir al-Abd. La population, elle, est prise en étau et l'on dénombre des milliers de victimes civiles. Intéressons-nous enfin à la ville frontière de Rafah, au cœur des enjeux entre l'Égypte, la bande de Gaza et Israël. Après l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 et la guerre de représailles de l'État hébreu contre Gaza, Rafah se retrouve en première ligne. Depuis une dizaine d'années à Gaza, le Hamas a en effet considérablement développé le réseau de tunnels souterrains pour y abriter armes et combattants.
Ces tunnels sont un objectif de guerre prioritaire pour éradiquer le Hamas. D'autre part, 1,4 million de Gazaouis, chassés du nord de l'enclave par les bombardements, vont s'entasser à Rafah au fil des mois de guerre dans des conditions inhumaines. Début 2024, des images satellites montrent la construction à quelques kilomètres au sud de la ville d'une zone de sécurité murée pouvant accueillir des réfugiés. Pourtant, ce projet de déplacement des Palestiniens de Gaza au Sinaï ne verra pas le jour. L'opinion égyptienne pro-palestinienne ne veut pas être complice d'une seconde Nakba, et le président Al-Sisi est lui hostile au Hamas, une organisation rattachée à la mouvance des frères musulmans. Et terminons avec une enquête du journal Le Monde consacrée à un chef bédouin du Sinaï, Ibrahim El Argani, un proche du président égyptien Al-Sisi. Il serait surnommé le roi du passage de Rafah pour détenir un quasi-monopole sur la gestion des entrées et des sorties de Gaza. Livraison d'aide humanitaire et évacuation de civils auraient été placées pendant des mois sous la houlette d'El Argani, qui demandait, selon l'enquête, un droit de passage de 5 000 $ par adulte. L'offensive israélienne aurait contrarié son business, mais El Argani se tiendrait prêt désormais pour être l'homme incontournable de la reconstruction du champ de ruines gazaoui. Et pour aller plus loin, cet atlas de l'Égypte contemporaine par Ala Bayoumi et Karine Ben Afla, publié aux éditions du CNRS. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. À bientôt.